et ce qui aussi correspond à notre situation de vie ici en étant expatriés et non sur le territoire français actuellement. Et aussi autre chose, vous êtes, je ne sais pas combien nous sommes ce soir, mais je pense que c'est important que chacun déjà se sente l'enjeu du débat, le diagnostic qui est marqué sur le site. Donc, à encadrer, c'est les finances publiques de la France sont marquées par le niveau de dépenses publiques le plus élevé des pays développés lorsqu'il est rapporté au produit intérieur brut, le PIB. La dépense publique s'est élevée à 56,5% du PIB en 2017. En 2017, pour 100 € perçus par l'administration publique, elles ont dépensé 105. Or, le déficit public est réduit de deux manières, soit en augmentant les impôts, soit en diminuant les dépenses. Donc, l'enjeu du débat, conformément aux engagements du président de la République et du gouvernement, c'est de fixer les objectifs suivants. Baisser la dépense publique de 3 points du PIB d'ici 2022. Prendre 10 milliards d'euros aux Français par la suppression du taux d'habitation des 80% des moins aisés. Encourager le travail, baisse des cotisations payées par les actifs. Encourager l'investissement en France et réduire le chômage. Répondre à la demande des citoyens de mieux connaître les dépenses publiques. Bâtir un consensus établir un système fiscal plus juste. Donc, pour commencer les questions précises dans ces grandes lignes, la première question qui est posée est quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts. Donc, voilà, c'est à vous. Bon, je répète. Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts? En étant donné tout ce qui vient de se passer en France, apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas où passent tous les impôts. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ça? Je suis assez ignorante. Qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce que vous savez ce qui existe? Est-ce qu'il y a un portail où les gens peuvent aller regarder des grandes dépenses? C'est pas ça qu'on a dépensé à la dépense, c'est ça qu'on a dépensé pour les alors, moi je suis le député local, si je puis dire, je suis avant tout là pour écouter ce soir. Contrairement au président qui est capable de parler 7 heures devant les maires et d'avoir des réponses à tout, moi mon objectif c'est surtout de pouvoir vous écouter, mais moi j'ai l'impression qu'on a un problème de transparence et d'information quand même sur la manière dont les impôts sont structurés. Il y a beaucoup d'impôts en France, et puis dans la manière dont la dépense publique est elle aussi équilibrée. Dans le document que vous lisez, là, en fait, qui est disponible sur le site, il y a de l'information. Voilà. Donc il y a une information sur 1000 € d'impôts collectés, voilà comment les dépenses sont ventilées. Et je vous engage vraiment à aller le voir parce qu'il y a des surprises. Moi j'ai été surpris d'un certain nombre de choses, donc elles sont là, on pourra peut-être les lire tout à l'heure. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'on manque beaucoup d'informations, par exemple, personnalisées. Quand on reçoit des impôts, on paye des impôts, on paye 1000 € d'impôts, 10 000 € d'impôts, 100 000 € d'impôts. C'est très difficile de savoir comment cet argent est dépensé ou est dépensé. Je pense qu'on pourrait, au XXe siècle, quand même avoir une information plus personnalisée sur la manière dont les impôts sont. On reçoit des informations en général avec la déclaration de revenus. On a souvent un ou deux pages pour dire là va où votre argent, mais c'est pas très détaillé. Il n'y a pas du tout les sources d'impôts, parce que par exemple dans les débats sur l'ISF ou d'autres choses, les gens ne se rendent pas forcément compte de la contribution des différents grosses masses des impôts. Et ce qui fait que les gens ont l'impression qu'il faut pas une solution un peu miracle pourrait venir de voilà, leur
baisserait cet impôt-là, ça va permettre de se discuter, mais on s'aperçoit que ça ne peut pas marcher au niveau des chiffres. Vous avez une idée de comment ça pourrait être, comment vous pourriez recevoir cette information? Sur la modalité pour le recevoir, parce qu'il y a divers vecteurs qui sont disponibles. Sans parler du vecteur par lui-même, tout au départ, on a commencé par rappeler une loi assez triviale de l'économie, qui est la loi de ce qui rentre et ce qui sort, finalement. Je crois qu'il faut reprendre des illustrations aussi simples que celle-là. Qu'est-ce que l'impôt utile pour la poursuite des activités de base, le cœur de notre État social? Donc, quelle est la proportion de cet impôt national qui fait vivre l'éducation, la santé, les grands domaines régaliens de l'État? Quelle est la partie de l'impôt qui, lui, va servir à l'investissement, qui va servir à la création de nouveaux projets? Tout ça, ça reste assez vague dans l'esprit des gens. Et puis, comme on a une multitude de couches d'impôts qui sont parfois très mélangées, très honnêtement, les impôts locaux mélangés à la taxe à l'audiovisuel, sur une même feuille, ça crée une énorme confusion. Les lignes de prélèvement sur la fiche de paie sont écrites, je peux utiliser ce terme-là, sont nommées de manière très inintelligible pour la plupart. Donc je crois qu'il y a vraiment un grand besoin de réorganiser sur des grands thèmes que les gens comprennent, quelle est la proportion de l'attribution de chacune de chaque proportion d'impôt vers chacune des grandes dépenses de l'État. C'est un élément important pour la compréhension de chacun. Excusez-moi, mais est-ce qu'il serait possible que les personnes qui parlent se lèvent pour que nous puissions entendre? Parce que la voix ne porte pas. Et à l'arrière, on n'entend pas grand-chose. Juste à noter, les gens se levaient. Il y a donc effectivement sur ce site pour 1 000 euros. En France, quand c'est reparti, la réforme de retraite c'est 268 euros, les assurances maladie c'est 191, dépenses sécurisées c'est bien numéroté là. Mais effectivement, tout le monde ne sait pas qu'il y a ça sur le site. Là, il faut vraiment... Pierre Adidas. Moi, je pense qu'il y a effectivement un problème énorme de communication, parce que la communication ne vient que du centre. Elle vient que de l'État national. Et les représentants que nous avons aussi bien à la Chambre des députés, députés de l'étranger, les Français de l'étranger, qu'au Sénat ou ailleurs, où les experts locaux ne communiquent jamais en direct avec les personnes locales. Donc je crois qu'il faut faire deux choses. D'abord, expliquer, comme vous venez de le dire, expliquer les grandes masses, à quoi sert l'argent que les Français payent, quels sont les revenus que nous avons, quelles sont les dépenses qu'on a. Ensuite, mesurer ces dépenses, faire un benchmark par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et quand on regarde, vous avez donné un chiffre tout à l'heure du coût du gouvernement et du fonctionnement de l'État par rapport au PIB, qui est absolument aberrant. Quand on regarde ça par rapport aux autres pays de l'Europe ou d'ailleurs, ou ici aux États-Unis, on se dit qu'il y a peut-être de quoi gagner, sauver un petit peu d'argent. Et pour ça, il faut peut-être prendre un peu de benchmark par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Ce qui se fait en Allemagne, sur les coûts, sur le nombre de députés, sur le nombre de sénateurs, sur le nombre de niveaux d'élus locaux. Ce qui se fait ici aux États-Unis, sur le nombre de députés, sur le nombre de sénateurs, par rapport à la population totale. C'est aberrant de savoir qu'il y a 900 députés et sénateurs en France pour 60 millions d'habitants. Alors qu'ici, il y a 600 et quelques députés et sénateurs pour 350 millions d'habitants. Donc, c'est ce genre d'explication qu'il faut donner et que les élus nationaux, les élus locaux fassent l'effort de communiquer en direct avec les Français au niveau local et au niveau régional, au lieu que ça tombe dans un papier qui est le papier des impôts pour dire, ben voilà, sur 1000 francs, sur 1000 euros, pardon, je suis retraité,
J'espère que vous touchez vos retraites en euros. Oui, je voudrais bien en parler de ça. Non, je voudrais bien en parler un petit peu de la CSG. Voilà, bon, je m'arrête parce qu'il faut effectivement qu'on limite les paroles. Mais cette communication directe, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers toutes les informations qu'on a pu recevoir sur les Gilets jaunes. J'ai cru comprendre que la plupart des Français demandent une information plus directe et plus concrète. C'est très intéressant, surtout à l'heure où on est beaucoup à utiliser les médias. Voilà. Et on n'utilise pas en plus des médias modernes qu'il peut y avoir, on ne parle pas de Facebook parce que je parle de Facebook, mais il y a des plateformes, et sur les plateformes, on peut avoir des choses extrêmement intéressantes qui sont développées, qui sont décrites de façon beaucoup plus vivante que la simple feuille des infos qui nous dit sur 1000 euros, tant et tant et tant et tant. Dans des réunions beaucoup plus interactives, en fait. Une autre question est, je vous la formule, afin de réduire le déficit public de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout? Alors, choix multiple. Enfin, non, il y a plusieurs propositions, mais il y a un choix à faire. Réduire la dépense publique, augmenter les impôts, faire les deux en même temps. Et je ne sais pas. Et c'est quand même la quatrième possibilité. Donc, selon vous, on peut réduire ce déficit. Quelle serait, je veux dire, la priorité en fait? Est-ce qu'il y a une chose à prioriser ou est-ce que ce sont les deux plus larges? Réduire la dépense publique pour augmenter les impôts. Qu'est-ce que le sujet vous inspire? Oui, madame. Puisqu'on vient de parler du relatif manque d'informations qu'on a sur les dépenses publiques du budget annuel de nos impôts, je pense que c'est avant tout, on ne peut pas vraiment répondre à cette question tant qu'on n'a pas des meilleures bases de données, des meilleures données d'informations sur là où va notre argent et comment il est dépensé, pour qui. Donc de nouveau on rejoint une question d'information avant de pouvoir répondre. La réponse est probablement de toute façon dans la C, choix multiple, et probablement un peu des deux, tout doit s'équilibrer. Mais d'abord, c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre quand on n'a pas... Vous n'avez pas suffisamment d'informations pour pouvoir... Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas les moyens de répondre à cette question. Là, maintenant. Je soupçonne que probablement beaucoup de gens sont comme moi. La première réponse serait d'essayer de réduire les dépenses. Si vous utilisez le mot réduire, peut-être rationaliser, je pense que... On n'entend rien. En France, on a eu tendance à dépenser sur plusieurs choses. Il n'y a pas de micro, quoi, mais ce que c'est ça. Il faut parler de voix, il faut projeter. Il faut que je hurle. Non, projeter. Et je me demande si ça ne serait pas bien qu'on appuie sur le bouton pause et qu'on dise, ok, où est-ce qu'on dépense où est-ce qu'on vend nos dépenses de l'État, et est-ce que ça vaut bien la peine de dépenser ça maintenant en 2018 pour des choses qu'on a décidées peut-être en 1980 ou 1985 et qui sont plus d'actualité mais qui sont restées là par habitude ou par certaines volontés politiques représentants. Donc d'essayer de rationaliser plutôt que de réduire. Il y a sans doute des endroits où on dépense de l'argent et qui avaient tout à fait un bon sens à une époque et qui maintenant ne sont plus valables. Pas trop dépenser ailleurs, mais plutôt que de penser de réduire, rationaliser. Je crois que là encore, cette question, elle est très tronquée, probablement par aussi le manque d'information, comme c'était souligné. Il est quand même assez impossible d'imaginer à l'échelle d'une nation, tout comme à l'échelle d'une société, se questionner sur les dépenses sans se questionner sur la valeur générée par les dépenses. Autrement dit, si je prends l'exemple de mon domaine, moi je suis médecin, les dépenses de santé, si on compare les dépenses de santé brutes à l'échelle internationale, les conclusions qu'on va en tirer seront absolument à l'opposé des conclusions qu'on pourrait tirer
du rapport entre les dépenses et l'état moyen de la santé de la population. Autrement dit, il faut qu'on comprenne la valeur ajoutée générée par ces dépenses. Et là, encore une fois, il y a des dépenses que je qualifierais assez statiques. Bah, c'est sûr que c'est des dépenses liées à certains modes de fonctionnement. Et il est difficile d'imaginer que certains modes de fonctionnement de l'État ne soient pas optimisables en termes de dépenses, parce que probablement qu'elles génèrent assez peu de valeur ajoutée en termes d'investissement. Autrement dit, ce ne sont pas des investissements. En revanche, il y a un certain nombre de dépenses où il paraît impossible de penser, d'imaginer appliquer la même proportion de réduction à des dépenses qui vont générer d'évidence une grande valeur ajoutée. La santé en est un bon exemple, l'éducation en est un bon exemple. Donc, je crois que là encore, il faut que l'on comprenne, que l'on nous explique, et que l'on soit très transparent sur ce qu'on attend en termes de valeur ajoutée sur chacun des postes de dépenses qu'on entend analyser. Et regarder beaucoup plus en détail chaque situation. Là, c'est une question un peu plus précise, et vous avez peut-être dit aussi, nous pas sachant exactement pour qui est dépensé, on ne peut pas savoir, mais quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité? Je suppose qu'il y en a parmi vous qui pensent que c'est des limites, moi je m'utilise moi-même. Donc je répète, quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité? Vous avez peut-être tous un petit espoir là. Pour moi, si la priorité a été exprimée de diminuer le chômage, et qu'il y a de plus en plus de robotisation qui va arriver, il va falloir diminuer les impôts sur le travail. Parce que le travail est pas encouragé. On voit qu'on a un niveau de chômage en France plus élevé que n'importe quel pays. Donc soit c'est une priorité et on va financièrement faciliter ça, quitte à augmenter ailleurs, mais il va falloir diminuer pour moi les impôts sur le travail. La CSG, la RDS, puisque finalement nous qui vivons plus en France, qui payons les systèmes de santé ici, il y a 3 ou 4 ans, on a été obligé de faire un appel et puis pour qu'on nous rembourse l'argent. Ça c'est arrivé cet été pour moi. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement l'année suivante, ils ont changé les modes de fonction de manière à ce que les gens qui ne vivent pas dans l'Union européenne soient assujettis à cet impôt. Donc on parle des impôts. Et pour nous expatriés, vivant en Californie, il est absolument incroyable qu'on soit doublement imposé. Je m'explique. Moi, je suis retraité, comme j'ai dit tout à l'heure, et je touche mes pensions en France. Donc, je paye mes impôts en France. Au passage, quand je transfère l'argent ici, chaque fois, je prends les coûts bancaires pour transférer l'argent ici, et les taux de change, etc. À part ça, on paye aussi les impôts ici, au niveau fédéral. Et il y a un accord entre la France et le niveau fédéral pour qu'il n'y ait pas de double imposition. Dans Californie, non. Ce qui fait que je paye 2 fois mes impôts, parce qu'en Californie, il n'y a pas d'accord avec la France. Et c'est quand même assez incroyable que, avec la communauté de Français qu'il y a ici en Californie, il y a peut-être un certain nombre de Français qui sont retraités qui sont dans la même situation que moi. C'est quand même incroyable que le gouvernement, que les députés ne se préoccupent pas de ce problème. C'est comme ça en Californie. Je ne sais pas comment c'est à New York. C'est à New York également qui est la plus grosse communauté française aux États-Unis. Mais c'est scandaleux de payer 2 fois les impôts. Ça, si vous voulez, on en reparlera à l'issue parce que c'est une nouvelle pour moi. Parce que, comme vous dites, pour moi, il y a un accord de l'Union ou de la position entre les États-Unis. Avec l'État fédéral. Ah, vous parlez de l'impôt local. L'impôt local. Non, c'est state. C'est pas fédéral, c'est state. Mais peut-être à New York, je ne sais pas. Si, mais ça.
Si, d'ailleurs, les deux endroits où il y a le plus, c'est la Californie, La Californie et New York. et New York. Donc c'est là où il y a le plus de Français, c'est là où il y a le plus de... Je pense qu'il ne faut pas seulement être retraité pour avoir aussi des revenus en France. Il y a un certain nombre de Français qui vivent ici, qui ont des revenus immobiliers, de location, des choses comme ça, et on paye 2 fois. Je ne paye pas. En Californie, sur des revenus mobiliers, je n'ai jamais payé d'impôts. Il faut les déclarer. L'IRS, c'est juste à la fin. Ah oui, c'est vrai, shut down. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre au milieu quand vous parlez? Parce que vraiment, si vous avez de l'argent avec les impôts, il faut acheter un microphone. Il faut pour qu'on puisse vous entendre, on n'entend rien. Je vais poser la question plus fort. Il a répondu. Il y a de la place ici. Il y a encore des choses. Oui, monsieur. Donc, vous exposez vos problèmes de France ici. Nous, expatriés, comme la plupart, peut-être pas, mais vous avez des Français qui sont arrivés ici depuis 40 ans, 50 ans, qui sont partis de France à l'âge de 20 ans, 21 ans. Pour ma part, j'ai ma retraite en France tous les mois, qui arrive sur mon compte à la BNP, et c'est 127 €. Hein, donc, ça ne veut rien dire. Quand je suis parti de France, tout le monde travaillait 40 heures. On avait 4 semaines de vacances. On avait une assistance sociale, une protection. Je ne peux pas dire qu'on était malheureux. Bon, mon choix, il a été que de venir ici et de faire ma vie ici. En principe, ça se passe comme ça, on vient pour 1 an, on reste 2 ans, et 40 ans après, on est encore là. C'est la vie. Hein. Mais il y a quand même une grosse différence pour nous, expatriés, de voir ce qui se passe là-bas et ce qu'on a ici. Et c'est difficile de dire ce que vous faites est bien ou pas bien, parce que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne dans le sens qu'on peut en discuter, on peut donner notre opinion, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais franchement, c'est pas un point qui va être résolu ici. Hein? Maintenant, c'est toujours intéressant. Ouais. Est-ce que je peux réagir? Parce que c'est très important ce que vous venez de dire, parce que effectivement, il y a beaucoup d'expatriés ou de Français qui vivent à l'étranger qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe en France, puis c'est tout à fait compréhensible. Et moi, je pense que les Français qui ont de toute façon gardé quelques attaches en France, peut-être une retraite de 130 €. Je vote tous les ans. Voilà, vous votez. J'ai un pied-à-terre en France, je paie des impôts. Vous payez des impôts locaux en France, etc. Et moi, je trouve important parce que dans ce grand débat national, où finalement l'objectif c'est que tout le monde puisse s'exprimer, moi je suis sûr que les Français qui vivent à l'étranger, ils ont des points de vue un peu différents. Parce qu'ils ont un peu de distance, puis parfois avec la distance, vient un peu la clairvoyance. Parce que quand on est dans son jus, parfois on a peut-être du mal à prendre justement la distance qui permet de se regarder. Donc moi je crois beaucoup à ce que les Français de l'étranger peuvent dire des choses un peu différentes de ce qu'on va entendre dans les mêmes débats en France. Donc moi je trouve ça vraiment utile pour les débats, et surtout n'hésitez pas, évidemment vous avez les problèmes d'expatriés, puis on est là pour les écouter, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en France, à la fois du fait de ce que vous connaissez, de ce qui se passe en France, mais aussi de ce que vous savez, ce qui se passe ici. Il y a peut-être des bonnes idées ici qu'on pourrait importer en France, peut-être des moins bonnes idées qu'il faut pour l'instant, elles ne sont pas trop bonnes. Non mais vous voyez, c'est vraiment tout ça. Moi ce qui m'importe, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui fait dans une expérience à l'international, en Amérique du Nord, en Californie, qu'on regarde la France différemment de quand on est en Bretagne, dans le Nord ou dans les Bouches-du-Rhône. J'ai eu quelques expériences, pratiquement tous les ans, parce que je vais en France tous les ans, 2-3 fois par an. Et j'habite juste à la frontière italienne, à Menton. Et donc, on peut voir la différence de mentalité
entre le français et l'italien. Le français, il a l'air misérable. Franchement, il a l'air misérable. Vous passez en Italie, ils ont le sourire, ils veulent vous vendre, ils veulent, bon, peut-être vous arnaquer un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est plus agréable. Alors, pourquoi le français a une mine qui est misérable par rapport à l'italien, qui, en fin de compte, n'est pas plus monétairement, il n'est pas plus avantagé que le français, moins même. Plus de soleil en Italie. Qu'est-ce qui fait que le français n'est pas franchement heureux dans sa peau? Ça, c'est notre sujet. C'est le cours de philosophie à côté, monsieur. C'est pas ici. C'est dans une autre salle, ce cours. Le bonheur, c'est autre chose. Si je peux réagir une seconde sur ce que vous vient de dire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que le prisme qu'on peut avoir sur ce qui se passe en France quand on vit à l'étranger, c'est hyper important. Et pour revenir un peu à la pédagogie des chiffres dont on parlait au départ, sur la fiscalité, sur la taxation, ici en Californie, tout n'est pas parfait, hein, loin de là, vous savez tout en moi. Mais il y a quand même une espèce de pédagogie sur la fiscalité locale qui est très différente de la pédagogie qu'on a en France. Quand on passe une bille ici et qu'on dit voilà, est-ce que vous êtes d'accord, je ne rentre pas dans l'affaire populaire, mais bon, quand on passe une bille et qu'on dit est-ce que vous êtes d'accord pour mettre 0,1% de plus de taxation sur les 3 ans qui viennent pour faire en sorte que les étudiants à UCSF puissent venir sans avoir à prendre des crédits pour leurs 5 ans de medical school. Ça, c'est une vraie mise en perspective d'une valeur ajoutée à un investissement, et on choisit de manière éclairée sur l'investissement qu'on serait amené à faire dans le contexte de la taxation. Si vous me permettez de rebondir là-dessus, justement, c'est un peu l'équivalent d'une des questions, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de catégories, l'éducation et la recherche, la défense, la sécurité, les transports, l'environnement, la politique du logement, sont de grandes thématiques qui reviennent souvent dans le débat, en tout cas dans le paysage français. Et l'une des questions par rapport à ça est parmi les dépenses de l'État et des collectivités territoriales, dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies? Donc par rapport à toutes ces thématiques que je viens de vous citer. Alors, j'ai bien entendu que vous avez pu exprimer à un moment donné que cette méconnaissance de l'utilisation des impôts était un frein d'un certain nombre pour décider. Mais là, voilà, si vous avez cette liste-là, est-ce qu'il y aurait des thématiques, ou en tout cas une discipline, je sais que le choix n'est jamais facile, mais est-ce qu'il y aurait une discipline sur laquelle vous pourriez faire des économies? Quand je dis Ben, il faut tout digitaliser et éliminer tous les fonctionnaires qui font tout de la paperasse et ça ne sert à rien, alors que tout peut se faire par l'Internet et on peut envoyer tous nos documents par l'Internet. Et quel travail vous donnez aux fonctionnaires à la place, madame, juste pour savoir? Eh bien, ils deviennent codeurs, programmeurs. Vous savez, les fonctionnaires, ils sont dans tous ces domaines. Dans l'éducation, dans la sécurité, la défense, la santé. Donc c'est une formule et c'est un terme très générique. Et moi, ce que j'entends là, quand même on va peut-être garder quelques fonctionnaires pour enseigner ou soigner nos enfants, mais est-ce qu'il y a une question de fonctionnement? Est-ce qu'on pourra avoir une administration peut-être plus efficace avec plus de numérique? Ça, c'est tout en gardant en fait les mêmes secteurs, peut-être en étant plus efficace. On ne peut pas tellement envisager de choisir entre l'éducation, la santé, la défense, la sécurité. Enfin, pas demander aux gens de choisir entre l'un et l'autre, c'est pas possible. En revanche, on pourrait s'inspirer des boîtes privées qui ont des budgets de fonctionnement et des objectifs, pas forcément de rentabilité, mais au moins des objectifs de fonctionnement qui sont clairs.
on leur demande, je vais baisser vos dépenses opérationnelles de 2%. Vous débrouillez, il y a la technologie qui peut aider et tout le monde doit faire ça. Et à l'échelle d'un budget de l'État, ça peut faire les 5, 10, 15 milliards qui peuvent permettre d'investir dans les transports, d'investir dans l'éducation, dans tous les domaines. Et même un département, alors par exemple la défense ou la santé, s'ils arrivent eux à réduire de 3 ou 4% par l'internet, de 3 ou 4%, ils le gardent pour eux, pour investir, pour réembaucher, pour donner des services. Ça, c'est pas à nous qu'il faut demander où est-ce qu'on va couper. C'est aux gens de décider, au gouvernement de dire 10% de réduction, garder les aides à vous et donner un meilleur service. Et à l'intérieur de chaque organisme, chacun aménage, c'est ça que vous dites, chacun regarde de quelle manière il peut... Comme dans les outils spéculés. Si on est au marketing ou au product et que moi j'économise 3 millions par an de dépenses de fonctionnement, ben voilà, je peux embaucher plein de gens, je peux acheter du matériel, je peux faire que mon département fonctionne bien mieux et que les clients soient plus contents. C'est du domaine privé, bien sûr, mais c'est l'efficacité. il n'y a pas besoin, c'est toujours pareil pour licencier les citoyens. On peut pas licencier les citoyens, monsieur. Juste au cas où. Oui. Non. Dans l'entreprise, on peut licencier les gens. Mais là, je parle de alors, il y a quelques personnes au fond qui lèvent la main depuis un moment. Je vous ai dit, vous êtes à peu près 3. Parlez très fort pour qu'on puisse vous entendre à l'autre. D'accord. Moi, j'ai l'impression, en lisant la presse, qu'au contraire, les gens veulent de plus en plus de fonctionnaires. Qu'ils trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, d'infirmières, d'enseignants, de postiers. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il faut un petit peu revenir en arrière et qu'il faut davantage d'humanité et de moins en moins de codeurs. C'est ce que je voulais dire. J'aimerais faire le lien entre ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur sur la valeur ajoutée et la digitalisation par madame. Je pense que ce qui manque, c'est que les gens n'ont plus confiance dans l'État pour faire les bonnes dépenses. Et c'est ça le lien entre les deux pour moi, c'est que l'objectif de l'État, ça devrait être la valeur ajoutée et, comme dit madame, d'avoir des fonctionnaires aux bons endroits. Et ce qu'on a perdu, c'est cette confiance dans l'État de faire ses bons choix et de digitaliser là où il faut et de mettre plus de fonctionnaires là où il faut. Et c'est cette perte de confiance qui fait qu'on se pose toutes ces questions. Et c'est effectivement, comme disait un autre monsieur, et je suis tout à fait d'accord, c'est pas à nous de choisir, mais par contre ce qui est vrai, c'est que, en tout cas moi, je compte revenir en France, donc je suis un expatrié de courte durée, on va dire, et c'est cette confiance dans l'État qu'on n'a plus, et qui existe d'ailleurs pas beaucoup mieux aux États-Unis, même s'ils ont plus de transparence effectivement en granularisant, mais c'est ça qu'il faudrait arriver à retrouver. Et donc avec de la transparence, pour être la confiance, ça se rétablit comment? C'est une très bonne question. Alors effectivement, avec de la transparence, avec vraiment un accompagnement sur montrer que l'État fait des efforts pour dépenser moins, dépenser mieux. Et quand on regarde, bon, j'ai travaillé un petit peu par bribes, mais avec des contrats publics en France, et c'est dans tous ces moments-là où on se rend compte que l'argent apparaît à être jeté par les fenêtres. Et c'est toutes ces petites choses qui font que on perd confiance dans l'État, et on a l'impression que l'argent il ne va pas aux bons endroits, et c'est plein de petites choses, mais c'est à toutes ces petites choses où il faut faire attention. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que pour toucher une vache sacrée un petit peu qui existe en France, c'est d'avoir potentiellement une flexibilité du travail à l'intérieur de la fonction publique. Parce que par exemple, c'est vrai que vous êtes mieux passé que moi pour en parler, où il y a un manque d'infirmiers, de kinés dans l'assistance publique en France. Et ça serait bien qu'on en rajoute, mais le problème c'est si on en rajoute, il n'y a rien qui descend de l'autre côté. Ce que vous disiez sur la meilleure répartition et dépenser mieux, vous disiez. Et malheureusement, du fait que la sécurité d'emploi totale dans la fonction publique, en règle générale, on ne fait que monter là où il faut et on ne peut pas descendre là où éventuellement il y a... Et remettre peut-être en cause cette vache sacrée, peut-être un gilet vert ou jaune ou rouge,
ça serait peut-être quelque chose d'intéressant, moins, même si c'est à zéro en tout, qu'on ne perd personne pour ne pas froisser les susceptibilités, mais d'avoir une certaine susceptibilité à l'intérieur de la fonction publique. Je m'excuse, mais il y a quelqu'un vraiment au fond qui... Oui, je voulais simplement rebondir sur ce qui avait été dit sur le fait que les services publics devraient s'inspirer des entreprises pour être plus efficaces, plus rentables, etc. Je ferai un peu attention quand même, et donc vous dites qu'on ne peut pas choisir entre la défense, la santé, etc. Ce qui est vrai, c'est que bon, on peut, on devrait. La santé en France aujourd'hui est soumise à des contraintes assez strictes en termes de hausse des dépenses, mais la demande explose. Enfin, la demande augmente plus vite que les dépenses ont le droit d'augmenter. Et or, le service public de santé, c'est pas une entreprise, donc il ne fait pas plus d'argent quand la demande augmente. Et donc si on veut conserver, et donc là je parle avec ma perspective de Français expatriés qui voient comment le système de santé fonctionne aux États-Unis et qui ne veut pas du tout de ça en France, si on veut préserver ces choses-là qui font un petit peu le cœur de la France, voilà, il faut qu'on choisisse d'investir là-dedans et qu'on accepte que, dans certains cas, c'est pas qu'une réduction de la dépense, c'est qu'une sorte de désengagement ou d'efficacité, c'est on a une population qui vieillit, on a des ambitions de santé qui sont plus importantes, il faut accepter qu'on va investir plus là-dedans. Et ça veut dire donc du coup investir moins ailleurs. Donc je pense qu'on doit les faire ces choix et il faut qu'on soit très délibéré dans les choix. Je peux me permettre sur la santé, bien sûr je suis d'accord avec vous. Néanmoins, le problème c'est le vrai investissement. Et le problème, c'est qu'on reproduit dans le système public français ce qu'on reproduit à l'échelle géographique avec le millefeuille de découpage géographique, on reproduit le millefeuille administratif. Je vous donne un exemple que je connais très bien, ils ont travaillé pendant longtemps à l'assistance publique à Paris. On avait des services, et puis on s'est dit, il faut rationaliser. On va créer des pôles qui vont regrouper des services. Et puis là, depuis cette année, on s'est dit, les pôles qui regroupent les services, c'est bien, mais ça fait un peu fi de l'ambition universitaire. Faisons des départements médicaux universitaires qui vont regrouper des pôles qui eux-mêmes regroupent des services. Total, on a créé des couches de gestion administrative de chacune de ces unités ou entités et sous-entités, chacune se sous-rajoutant aux autres, et évidemment en générant des dépenses. Ça, c'est là où est le problème de l'investissement dans la santé en ce moment. C'est l'investissement, un investissement qui n'est pas vraiment dirigé vers la production de soins, de qualité de soins, et encore moins, on pourrait parler de la recherche, encore moins vers la recherche. Donc je crois que s'attaquer au millefeuille administratif, à la reproduction administrative, c'est un vrai enjeu. On a évoqué le fait d'inspirer les entreprises, vous avez dit pour la fonction publique. Mettre de la flexibilité du travail dans la fonction publique, moi je pense qu'il serait intéressant aussi de s'inspirer de l'entreprise, mais dans un autre sens en fait. Dans la flexibilité de l'organisation et de l'État. Et demander en fait aux fonctionnaires qui sont sur le terrain, qui voient ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait, de leur demander leur retour et de les laisser un peu s'organiser aussi. De s'impliquer plus dans l'organisation et au lieu de donner en fait par le haut d'appliquer des normes et en fait de les forcer à les appliquer bêtement, en fait de prendre en compte leur retour et de faire en sorte qu'ils essaient de simplifier eux aussi leur travail au quotidien et qu'ils soient eux-mêmes plus efficaces. Voilà. C'est exactement ce que je voulais vous remercier d'en avoir parlé. C'est exactement ce dont je voulais parler, à savoir que le système français est beaucoup trop centralisé. Et qu'il vient, par exemple, vous dites quand la France prépare le budget, chacun des ministres reçoit des instructions du Premier ministre ou du Président. Tu vas diminuer ton budget de temps, tu vas diminuer ton budget de temps, etc. Donc c'est exactement comme ça que ça marche, mais c'est centralisé. Et il n'y a absolument aucune décision qui descend en responsabilité au niveau territorial et au niveau local. Et ça, c'est le problème majeur. On a voulu regrouper les régions. Vous avez parlé du millefeuille administratif dans la santé, dans la gestion de tout. On a voulu regrouper les régions. Eh ben, on a gardé les anciennes régions, on a mis d'autres régions plus grosses par-dessus, et puis les locaux sont restés les mêmes, et puis les employés sont restés les mêmes.
les régions, c'est les seules, je pense, qu'on a vraiment fait des fusions. Pas vraiment. On a créé les communautés de communes, ça n'a pas fonctionné les communes. Et sur les régions, c'est autre chose. Sur les régions, je pense que le travail... Ça dépend peut-être des régions. Ça dépend peut-être des régions. Ça peut-être. Il y en a certaines où ils ont tout gardé. Donc c'est effectivement un problème d'améliorer la qualité de la gestion de chacun des postes de dépenses. Et moi je pense que l'éducation, personne ne veut limiter l'éducation, tout le monde voudrait avoir beaucoup plus d'éducation, mais comment on va faire? On va prendre le budget de l'armée, c'est trop gros le budget de l'armée, donc on va transférer ça à l'éducation, mais peut-être que l'éducation nationale, elle ferait mieux d'être un peu plus décentralisée, un peu mieux gérée, un peu mieux, les professeurs seraient un peu plus libres d'organiser leurs cours comme ils le voudraient. Peut-être que l'administration centrale de l'éducation nationale, c'est un mammouth absolument épouvantable, comme disait Allègre. Donc il y a peut-être des choses comme ça. Et c'est ça la qualité de la gestion qu'il faut commencer à rechercher pour réduire les dépenses. Après, bien sûr, on peut envisager d'investir. Mais pour le moment, quand les dépenses sont supérieures aux revenus et qu'on ne veut pas augmenter les impôts, comment on fait? Il faut bien diminuer les dépenses. Comment vous faites dans votre ménage quand vous gagnez pas d'argent? Vous réduisez vos dépenses. Donc, il faudrait peut-être baisser les intérêts de la dette aussi avant d'emprunter à taux zéro. Ben, les intérêts, ils sont presque... C'est presque rien, les intérêts. C'est pas presque rien, non? On a des questions, Pardon, moi je voulais parler de la flexibilité, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, ça fait 25 ans que je suis aux États-Unis. J'ai jamais travaillé en France, mais j'ai gardé des contacts en France. Tu vois, j'ai des amis en France qui sont rentrés, des amis aux États-Unis qui sont rentrés en France. Et je trouve que l'Américain, de base, il est toujours en train de penser à son prochain poste. Toujours. Alors, ça conduit à des formations continues. Ils se forment eux-mêmes. Moi, par exemple, je vais à des meet-up en Pagaille qui sont organisés, qui sont gratuites, et ça m'apporte énormément pour mon travail. C'est un souci d'organisation pour penser où est-ce qu'on va rebondir. Quand on veut une promotion, on change de compagnie, souvent. Alors que j'ai l'impression que les Français sont beaucoup plus passifs à attendre qu'on leur propose. Je me souviens, moi, je me suis payé une formation une fois. J'ai discuté avec mon beau-frère. Il attendait que sa compagnie lui paye la formation. Il n'aurait jamais pu payer une formation pour lui-même. Et je trouve que c'est une facilité, un manque d'initiative. Et moi, ce que j'apprends dans les meet-ups me sert dans mon travail. Donc, je veux une meilleure organisation, plus d'indépendance, ça va avec la flexibilité du travail. De toujours penser où est-ce qu'on va rebondir. Et les fonctionnaires peuvent se former à autre chose et aller travailler. Moi, je connais une prof de français qui est devenue, qui travaille dans l'édition. C'est un bon changement de travail, ça. Et je pense que c'est beaucoup pourquoi vous êtes tous ici aux États-Unis, de toute façon. C'est le comportement au travail en France, ça n'est pas. Et juste sur ce point, quand même, parce que il y a eu un changement. Il faut vous lever, monsieur. C'était dans la manière dont on conçoit la formation professionnelle. Avant, c'était beaucoup lié à l'entreprise, comme vous disiez. Donc, si vous étiez dans une entreprise, vous avez droit à une formation. Ça va continuer, mais on va de plus en plus individualiser les droits à la formation. C'est-à-dire que vous allez avoir comme un sac à dos de formation que vous allez accumuler, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes. Alors qu'aujourd'hui, c'est lié à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, si vous quittez l'entreprise, vous perdez votre formation. Donc, l'idée, c'est quand même de responsabiliser, d'individualiser, davantage la formation tout au long de la vie, et que ce ne soit pas lié à l'entreprise, mais plus à l'individu. Ce que vous citez, c'est un bon exemple de comment l'État va essayer d'assister le citoyen à se former lui-même. Je ne suis pas certain que ça réponde à la question de la dame. C'est en France, on a créé ce dont vous parlez, le compte emploi formation. Voilà. Donc maintenant, chacun accumule du temps pour se former. Mais moi, je n'ai jamais vraiment utilisé ce compte-là. Et je ne sais pas si c'est vraiment à l'État de fournir ce genre de service. Si quelqu'un veut se former, la dame a la raison. Il faut qu'il ait envie d'aller quelque part, il faut qu'il fasse l'investissement pour le faire. Donc moi je pense que ce que disait le monsieur aussi avant, c'est qu'il faut faire des choix sur les dépenses qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mettre de l'argent pour inciter les gens à se former, ou est-ce qu'on veut mettre de l'argent dans l'éducation, ou est-ce qu'on veut mettre de l'argent pour qu'ils trouvent un emploi? Je pense qu'il faut analyser un peu les agences qui travaillent pour l'État et voir s'ils fournissent un service qui est vraiment
qui apportent de la valeur ajoutée aux citoyens. Et dans les agences qu'il y a, je pourrais citer l'Agence pour l'emploi par exemple. Je ne sais pas s'il y a une agence pour l'emploi aux États-Unis. Et je ne pense pas que le marché du travail s'en porte moins bien. Il y en a une. Et quelque chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que récemment je suis devenu citoyen américain et j'ai voté pour la première fois pour les élections. Et une chose qui revient souvent dans le grand débat national, c'est le truc d'initiative citoyenne. Oui. Et ici, ils ne le font pas sur base de « Oh, j'ai une idée, je vais faire une initiative citoyenne ». Je trouve que quand on vote, avoir cet espace d'expression sur laquelle on peut dire oh, « Là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord, là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord », j'ai trouvé ça intelligent. Parce que c'est en dehors d'un contexte qui est social, qui pourrait être tendu ou pas tendu. C'est un moment où on va voter, on prend le temps de réfléchir, tiens, est-ce que c'est une bonne ou pas décision qu'on pourrait voir. Alors qu'est-ce qui fait que ça, parce que ça c'est un des sujets intéressants du grand débat, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour vous? Est-ce que c'est parce que, comme on disait tout à l'heure, des choses très concrètes, 0,1% de taxes pour les étudiants, ou est-ce que c'est des choses qui concernent en fait les gens qui votent, donc des choses locales, ou est-ce que c'est des grands débats sur peine de mort, IVG, enfin vous voyez, pour comprendre un peu ce que vous le vivez effectivement ici. Ben, il y a le niveau de la ville, après il y a le niveau de l'État, et après il y a le niveau fédéral. Donc nous on vote pour la ville, et on vote aussi de temps en temps pour l'État. Et qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour vous cette initiative ici? Qu'est-ce qui fait que vous avez justement envie de voter à ces référendums? L'information qui est donnée sur le... Ouais. Non mais il faut être réaliste. La plupart des gens qui votent n'ont pas le temps de lire dans les détails les propositions. Donc là, vous recevez ça et la très grande majorité des gens n'ont ni le temps ni les moyens intellectuels de bien supposer. Donc c'est un peu de l'enfumage, on a l'impression d'être de vrais démocrates, mais dans la pratique c'est pas tout à fait le cas. Puisque j'ai la parole, je suis prof, donc il y a quelqu'un qui a parlé de la formation des profs. Ça fait 26 ans que je suis prof, je peux vous dire que chaque année je passe mon temps à me former grâce à l'éducation nationale. Voilà. La deuxième chose, et je m'arrêterai là, c'est que comment se fait-il que ce pays soit la 5e puissance au monde avec des gens si peu formés? Voilà. Avec des gens si peu formés? Si peu formés. C'est-à-dire? Non, parce que... ah ok, non. Voilà, c'était de l'ironie, on se plaint, on ne sont pas formés, mais bon, on est quand même les 5e. Alors, moi j'aurais une réponse très concrète, c'est pourquoi ça fonctionne, cette démocratie un peu plus directe aux États-Unis. C'est parce que c'est très concret, comme ça a été dit, donc les propositions, donc ça peut être un peu laborieux, mais si on s'intéresse, c'est très facile de savoir de quoi ça parle. C'est très local, et donc ça c'est hyper important aussi. Il y a beaucoup de propositions qui ne concernent que la ville, mais qui peuvent introduire un réel changement pour les gens qui l'habitent. C'est pas à la marge, c'est très concret. Et aussi très direct, c'est souvent des propositions qui émanent non pas de politiciens, mais d'individus qui proposent quelque chose et arrivent à avoir un effet boule de neige, et ça devient une loi tôt ou tard. Et il faut ces trois éléments-là, je pense, pour que ça soit intéressant. Et après, alors, on peut s'attacher à l'implémentation et les dérives, et est-ce qu'il en faut 5, 10, 50, où est-ce qu'on met la limite, mais je pense qu'on a besoin de ça. Monsieur, là vraiment c'est la dernière. Juste parce que c'est un sujet qui est important quand même, il n'est pas lié à la fiscalité, mais pour comprendre, vous dites direct, local et concret. Je pense qu'ici, il y a eu une partie d'un référendum sur, non pas est-ce qu'on rétablit la peine de mort, parce qu'elle n'a jamais disparu, mais est-ce qu'on la remet en œuvre, par exemple? Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Donc, c'est pas seulement concret et local. Non, c'est pas local. Assez important sur lequel on peut avoir... Pour moi, c'est le genre de sujet qui est au niveau national. C'est ça. Puis, moi, personnellement, parmi vous, mais j'ai des doutes sur le fait que, il faut choisir que la peine de mort puisse être gérée par un référendum. Mais... Là, typiquement, je répondrais non. Alors, je vais être bref, et je crois que ça a plus ou moins été dit, mais je vais juste clarifier. Ici, les référendums au niveau californien, parce que c'est vraiment que la Californie qui a ce système, il y a à la fois local,
dans la même fiche de vote. En gros, c'est une fiche où on vote pour tout à la fois. Dans la même fiche, il y a les niveaux de la ville, au niveau du comté et au niveau de l'État. Donc toutes les différentes propositions se superposent et tout le monde n'a pas la même fiche parce que tout le monde est pareil. Et même au niveau du fédéral, je suis pas... effectivement, mais pas en termes de référendum. Pas les référendums. Mais donc, ce que j'avais remarqué que j'aimais bien aux États-Unis, c'est le fait que tous les votes soient faits au même moment, y compris le présidentiel, y compris les députés. Ça permet de simplifier, ça permet de s'assurer que même si de ne pas avoir à demander aux gens de revenir voter, et ça va augmenter le taux de, justement, l'inverse du taux d'abstention, le taux de participation. Monsieur, vous donnez un exemple. On a eu un problème notamment avec le vol de nos voitures et de nos propriétés. On s'est regroupé et puis on a contacté le représentant local, donc un superviseur de San Francisco, et puis finalement ça fait boule de neige. Et après vous avez des articles dans les journaux et puis finalement les peines sont changées. Je crois qu'on peut penser que ça ne peut être que très local ou que on ne peut pas aborder des sujets complexes via ce système-là quand on regarde les choses avec le prisme français. Mais en fait, l'effet boule de neige que ça entraîne concerne aussi profondément la façon dont les gens s'approprient le débat. Parce que quand on est amené à gérer, à devoir donner son avis sur ce genre de questions-là, ça ramène la discussion démocratique, et pas uniquement, pas politique du tout, la discussion, le débat d'idées, l'échange, le brainstorming à l'échelle locale. C'est-à-dire que le dimanche, on va chez le voisin qui organise son brunch sur la prod A de la semaine d'après. Et là, on peut être républicain, démocrate, tout ce qu'on veut, c'est pas le problème. On va discuter de ça avec des gens qui vont pas du tout être d'accord, d'ailleurs, ça posera aucun problème, mais ça génère un débat local qui devient complètement différent de la politique, qui devient une vraie appropriation de la démocratie locale. S'il vous plaît. Juste un petit mot en passant. Je crois qu'on est en train de s'égarer. Oui, on va revenir. Parce qu'il n'est pas question des États-Unis, il n'est pas question de la Californie ou ce qui se passe ici. Justement, on va passer à la transition. Il est question de ce qui se passe en France, vu par nous. Maintenant. Vous savez juste là-dessus que une des premières revendications des fameux gilets jaunes, c'est ça, c'est faire des référendums. Alors c'est vrai que ce n'était pas les thématiques que vous avez choisies, donc désolé. Maintenant. Mais c'est quand même une question importante. Il y a peu d'endroits dans le monde où ça existe, et ça existe ici. Donc c'est vrai que si vous, alors on va le dire comme ça, on va peut-être arrêter, mais si vous avez des idées sur les référendums, écrivez-nous sur ce qui marche pas, et les conditions pour que ça fonctionne, parce que c'est un gros débat en France qui n'est pas facile. Il y a l'idée sur les référendums. L'exemple californien, en gros, c'est les deux. Et ça va pas forcément c'est pas forcément progressif. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé à San Francisco. Non, mais ça a quand même été. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé à San Francisco lorsque on a autorisé le mariage gay, et on a eu une proposition, il y a eu 5000 signatures, je crois, pour revenir en arrière. Et donc il a fallu aller passer par jusqu'à la Cour suprême pour revenir à l'autorisation du mariage pour gay. Donc c'est pas forcément une avancée, ça peut être une totale régression, parce qu'il suffit qu'il y ait 5000 personnes qui décident de poser un problème et bam, on peut se retrouver à quelques décennies en arrière. En tout cas, moi j'entends quelque chose d'assez clair dans tout ce que vous avez pu dire. C'est qu'à la fois, en tant que Français, on est souvent amené à vouloir s'exprimer et à vouloir réclamer davantage, d'avoir la parole et de pouvoir donner son opinion. Sur cette question de la fiscalité et des impôts, ce que j'ai beaucoup entendu ce soir, c'est qu'avant de donner son avis, il faut plus d'informations. Il faut plus de clarification, il faut plus de transparence. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ressors de manière très très forte pour pouvoir ensuite faire effectivement des choix rationnels, plus judicieux et plus justes aussi pour tous. Je vous l'ai dit, on a un temps limité, on a abordé beaucoup de choses sur cette question-là. Vous l'avez vu, cette rame elle est un peu, je ne vais pas dire rigide, fixe, mais un peu quand même.
Mais en même temps, c'est bien si on arrive à faire ce pas de côté pour dire ce que vous avez dit là et des choses qui vous parlent plus. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur ce pas de côté que nous pouvons faire aussi en étant à distance. Et le prochain sujet, c'est la question de l'écologie, qui est un sujet majeur et qui nous concerne tous. Donc il y a à la fois, à nouveau, vraiment cette grille-là de questionnaires, mais voilà, il aura aussi le temps de pouvoir s'approprier la thématique et de dire ce que vous pouvez expérimenter, parce que je suis assez consciente que nous n'avons pas la même façon de vivre l'écologie ici et en France. Bon, pour vous faire un petit peu de... Et c'était le point de départ, je m'excuse, mais c'est vrai que sur cette question de l'écologie et le mouvement avec les Gilets jaunes est parti de cette question des taxes et de la taxe sur l'essence et le diesel. Et on est en plein sur les deux, sur la question de l'impôt et la question de l'écologie. Dans le contexte de l'accord de Paris en novembre 2017, du climat, cet accord est juridiquement contraignant, engageait les signataires à limiter la hausse de température en dessous de 2 degrés. La France est en retard au regard de ses engagements pour atteindre cet objectif. L'enjeu du débat, c'est que diverses mesures ont été mises en place depuis 18 mois pour accompagner les Français. Ces mesures s'ajoutent à celles mises en place par les collectivités locales, les entreprises ou les associations. Donc, passer à un véhicule neuf d'occasion, plus propre et moins coûteux à l'usage, grâce à la prime à la conversion. Accéder à des nouvelles solutions de mobilité, transport en commun, covoiturage, transport à la demande, autopartage, vélo, etc. Réduire sa facture de chauffage d'électricité grâce au chèque énergie. Isoler son logement pour réduire la facture de crédit d'impôt de transition énergétique pour 30% des dépenses. Et ça, c'est grâce aux aides de l'Agence nationale de l'habitat. Ces aides restent néanmoins trop peu connues, parfois complexes et insuffisantes au regard du pouvoir d'achat de certains Français ou de leur capacité à financer des investissements même rentables pour ceux dans la durée. Ce débat sera également l'occasion de dégager un éclairage sur la manière de faire évoluer la fiscalité environnementale pour le rendre plus juste et efficace. La première question, vous voulez que je commence avec la première? Donc on vous pose la question, voilà. Quel est aujourd'hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l'environnement? La pollution de l'air, l'érosion du littoral, les dérèglements climatiques, crues, sécheresse, la biodiversité et la disparition de certaines espèces. C'est pas forcément tout. Donc, évidemment, c'est un problème qui est énorme. Et plus on attend, et plus on discute, et plus on perd du temps. Et le temps, c'est justement le problème majeur de sauvegarder notre planète. Bon, évidemment, la technologie, elle va travailler. Les voitures vont certainement s'améliorer. Il y a des voitures électriques qui sont en train de taper à la porte. Il y a aussi le solaire qui va, j'espère, va prendre le dessus des éoliennes et tout ça. Mais on est en train aussi, enfin pas nous, mais les gouvernements, les lobbies sont quand même en bis-bis pour ne pas perdre leur capacité de leur industrie pour aller dans une autre industrie. Maintenant, ça nous concerne, mais pas à notre niveau. Notre niveau, nous, c'est surtout de balayer devant notre porte et de faire ce qu'un citoyen doit faire, c'est-à-dire le gaspillage, le recyclage,
voir un peu ce qu'on doit acheter, pas en excédent, hein, les vêtements, la nourriture qui va, une chose que vous voyez, vous l'achetez, 3 mois après, boum, ça va sur l'étagère ou ça va à la poubelle. Là, tout ça, c'est du gaspillage et ça va contre l'écologie. C'est surtout à nous de faire notre travail pour suivre le point de garantir l'écologie, d'aller dans une bonne direction. Mais c'est un entraînement. Et quand vous êtes habitué à rester à la maison, mettre le chauffage à fond, et puis vous promener en champ, là, ça ne va pas. Hein? Vous pouvez économiser vous-même. Chaque personne peut économiser lui-même sur tous les points. L'achat, la consommation, l'énergie. Et c'est là justement que je pense qu'il y a une sensibilité à donner aux gens pour les mettre dans la bonne direction. Moi, je voulais aussi ajouter, en ajoutant ce qu'on voulait dire, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de communication auprès des citoyens sur d'autres façons de réduire l'impact sur le climat. Et l'une d'elles, c'est le changement alimentaire. On en parle beaucoup plus en Californie, je trouve, qu'on en parle en France. Mais il y a plein d'articles qui disent que tous les Américains arrêtent de manger de la viande et manger des haricots à la place, des haricots rouges, en dessous de protéines. On aurait déjà atteint nos objectifs de 2050 du climat. Donc il y a quand même des gros impacts, et donc il faut tous qu'on mange beaucoup moins de viande, beaucoup moins de produits laitiers, etc. Bon, en un pays comme la France, ça paraît un peu difficile de sensibiliser, mais je pense qu'il y a un accompagnement du gouvernement. On peut se faire en transition en douceur, en disant voilà, il faut quand même qu'on réduise la consommation ici, ça va aider l'environnement, etc. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, le nucléaire ou d'autres choses, l'électricité, les technologies nouvelles, mais les technologies nouvelles vont pas arriver tout de suite. Donc il y a des choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui qui auront un grand impact. Et je pense qu'il faut sensibiliser plus de campagnes, c'est ça? Oui, plus d'informations sur l'impact que ça peut avoir de réduire sa consommation de viande. Si tous les Français faisaient ça, on atteindrait nos objectifs 10 ans avant. Je crois qu'aussi, si on veut créer un mouvement positif, on ne peut pas motiver les gens juste en disant il faut faire moins, il faut que les gens ils trouvent un aspect positif pour eux. Donc il faut une vision de qu'est-ce qui va leur apporter, qui est dynamique, parce que si c'est juste faire des économies, etc., les gens n'ont pas envie, et on est tous un peu pareil. Donc il manque un peu de souffle, de vision. Qu'est-ce que le changement de société qui va permettre, ce changement permet de faire des choses nouvelles. Les gens vont dire, bah oui, j'ai envie d'adhérer, j'ai envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose un peu d'un discours de poids, de gravité, parce que le sujet est grave, mais du coup de montrer aussi les bénéfices, c'est ça, dans la manière de communiquer. Oui, donc crise est une opportunité, ça va permettre de changer les choses. Je crois que personne, probablement sur cette terre, est insensible au fait que les espèces animales disparaissent. Ou que les glaciers des pôles sont en train de fondre. Le vrai problème, c'est un problème d'objectif, c'est-à-dire que quand on confronte cet objectif, qui est un objectif qui paraît loin, à l'objectif qui est d'avoir de quoi manger dans son assiette à la fin de la semaine, forcément, et c'est pas mon cas et j'en suis très reconnaissant à ma vie jusqu'ici, mais je comprends très bien les gens qui se disent que bah oui, il y a un conflit très fort entre ce que j'ai à la fin du mois et ce qui pourrait arriver à cause de tout ça dans 3 ans. Donc forcément, si on met sur la table des propositions dont on ne peut pas nier le bien fondé, ultimement, mais qui aboutissent au fait que des taxes à la fin du mois vont apparaître. Ces taxes-là, elles vont potentiellement faire en sorte que je vais avoir plus de mal à remplir mon assiette. Si je mets ça dans le contexte de bénéfices à 30 ans, j'ai du mal à le comprendre. Alors moi je crois encore une fois, la pédagogie sur tous les abattements fiscaux, toutes les aides dont les gens ont franchement l'impression, et là je me fais probablement porte-parole de certains autour de moi qui m'ont parlé de ça et que je comprends parfaitement, le problème c'est que les gens ont l'impression que tous ces abattements fiscaux, toutes ces incitations vont plus préférentiellement à ceux qui ont la capacité de pouvoir avoir l'accès à l'information et à pouvoir les comprendre.
Et donc forcément, la personne qui est isolée, qui n'a pas la capacité de comprendre, qui a du mal à aller sur Internet, qui a du mal à comprendre les textes un peu compliqués, qui ne va pas aller demander, qui ne va pas avoir de conseiller fiscal ou même de conseiller bancaire, bah, probablement il va juste voir à la fin que le fait qu'il aura moins dans son assiette, et pas du tout le fait qu'on peut, parce que le gouvernement s'engage à une transition d'avenir en accompagnant aussi la population les plus défavorisées. La pédagogie, et donc le fait d'entourer l'ensemble de la population autour de ça, c'est essentiel. On va quand même prendre la parole sur l'écologie, je ne vais pas parler sur la fiscalité, mais c'est assez lié. Moi, personnellement, je suis assez atterré de ce qu'il dit là depuis tout à l'heure, parce qu'on est en train d'essayer de stigmatiser les Français sur le chauffage qu'ils utilisent. Et à un moment donné, on va se poser la question du changement sociétal qui est nécessaire, où on va se dire à un moment donné que les 30 dernières années, on a passé à délocaliser toutes les entreprises à l'autre bout de la planète pour rapatrier les produits qui sont fabriqués en France à bord de conteneurs qui polluent, des supertankers, des dizaines de supertankers qui polluent pour ramener tous les produits en France qu'on consomme, qu'on fabriquait avant chez nous. Et en fait, on va dire aux citoyens qui les achètent, parce qu'il faut bien, que c'est à eux ensuite de regarder est-ce que j'ai bien mis dans la bonne poubelle, le machin. Mais enfin, c'est juste hallucinant. Ces mêmes entreprises qui ont des milliards, des centaines de milliards d'évasion fiscale, qui serviraient largement à subvenir au train de vie que la France a eu et auquel elle peut prétendre en tant que, merci de l'avoir rappelé madame, la 5e puissance mondiale. Hein. La 5e puissance mondiale. On est en train de dire, mais attendez, les impôts, c'est hallucinant. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné lutter efficacement avec tous les produits numériques, au lieu d'aller fliquer les gens avec l'intelligence artificielle qu'on va mettre en place pour fliquer les gens qui n'ont pas déclaré 25 € dans leurs impôts, mais on ne va pas l'appliquer aux entreprises qui, elles, font de l'optimisation fiscale pour pouvoir produire ailleurs, rapatrier les produits qui polluent. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas un changement sociétal à un moment donné. On est en train de regarder là, où est-ce que chaque petit individu, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est vraiment ça l'esprit des Gilets jaunes en France? Vraiment, il n'y a personne ici qui a été touché par la revendication des gens qui le 15 du mois ne peuvent plus rien faire. Et on va dire à ces gens-là, ouais mais attends, ok, il faut que tu changes de bagnole, c'est aberrant. C'est juste aberrant, c'est une aberration totale. C'est juste une aberration totale de demander à la classe la plus pauvre. Et la France est dans un déclassement hallucinant. Elle est en cours de déclassement. Je vais y arriver. La France est dans un déclassement hallucinant et on demande à la classe qui est sur la pente descendante, on va encore les raquer le petit euro qui c'est l'aberration. J'aimerais juste finir, et je vais en finir, vraiment en finir. Je pense que c'est bien dommage que personne n'ose réellement à un moment donné dire autour duquel pot on est tous en train de tourner ici. Hein. C'est-à-dire que la France, n'ayant plus de souveraineté monétaire, ne peut plus vivre à ses moyens, et qu'à un moment donné, il faut se poser la question à l'échelle européenne. Il faut soit plus d'Europe, soit moins d'Europe. Mais là, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une harmonisation fiscale à l'échelle européenne. Il faut qu'il y ait une harmonisation politique et fiscale à l'échelle européenne. Et la France, comme elle a initié ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une opportunité énorme. Pas pour revenir en arrière dans les années 80 ou je ne sais pas trop quoi. Évidemment qu'il faut aller de l'avant. Mais on ne peut pas aller demander à ces gens qui demandent plus de justice sociale à l'échelle globale, on va aller leur mettre des nouvelles taxes, augmenter le millefeuille, je ne sais pas quoi. À un moment donné, c'est un changement sociétal qu'il faut faire. C'est un changement sociétal. Baisser l'essence, ça touche tout le monde. Ah oui, c'est pas juste. Enfin, j'ai une question, pas tout à fait dans ce sujet-là, mais pour savoir si au niveau de l'État, il y avait la création d'une banque du climat, par exemple, où il y aurait un emprunt d'État qui serait effectué par des obligations sur justement la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique et donc le soutien aux entreprises qui vont vers là. Est-ce que, moi, je suis, j'ai l'âge, ça se voit sur mon visage, je suis grand-mère, je voudrais pouvoir
œuvrer d'une certaine façon pour que le monde de mes petits-enfants soit meilleur. Et je me dis, bon ben, il faudrait que j'investisse dans des entreprises. Mais je me demande si, justement, pour inviter le Français qui finalement n'aime pas trop mettre l'argent dans des stocks, mais plutôt dans des obligations, parce que bon, c'est beaucoup plus sûr en un sens, enfin, d'une certaine façon. Est-ce que ça existe, monsieur Lescaut, au niveau du gouvernement, déjà, cette intention, ou peut-être c'est déjà en existence, une banque, un début de banque du climat, il faudrait que ce soit un projet européen, c'est sûr, mais on peut commencer déjà de façon nationale, qui proposerait des obligations à des retraités, à des gens comme moi qui veulent que les choses aillent dans un sens idéologique auquel on croit, et qui, au fond, serait peut-être plus rassurant que de mettre de l'argent dans des stocks, dans des actions, c'est comme ça. Alors, juste réponse factuelle, parce que je pourrais être au débat dessus, mais ça existe un peu. Il y a ce qu'on appelle des green bonds, des obligations vertes, et qui sont des obligations qui sont censées justement émettre de la dette uniquement pour financer les projets de transition écologique. Et l'État français a émis quelques green bonds, quelques bons verts, si je puis dire. Mais en fait, le vrai sujet, c'est est-ce que l'ensemble de la finance, parce que ça on en est loin, peut être plus responsable et peut concourir davantage à la transition écologique et sociale à laquelle on fait face. On n'est sans doute pas d'accord avec monsieur sur le modèle qu'on voudrait avoir, mais je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que la finance aujourd'hui ne concourt pas à ces objectifs de transition écologique et sociale, et qu'il y a un vrai sujet autour de l'organisation de la finance dans le monde. Donc oui, il y a ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de produits écologiquement responsables qui existent, y compris les obligations d'État, mais on est loin encore d'une finance responsable. On sait bien que le charbon, des énergies traditionnelles très fortement émettrices d'hydrocarbures sont encore très largement financées par le système financier, etc. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Moi, je m'intéresserais aussi de savoir qui sont les vrais pollueurs. On a parlé des porte-containers, on n'a pas parlé des avions, on a ces consommateurs quand on rentre en France. Et maintenant, il y a des vols Paris-San Francisco, pour donner un petit exemple, à moins de $150, on arrive à moins de $150. C'est quand même super incitatif pour voyager. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux compagnies aériennes? Alors, on va taxer l'essence, ou le petit chauffeur Uber, ou l'infirmière qui a besoin de l'essence pour aller travailler en province, parce que voilà, moi je voudrais savoir qui sont les vrais pollueurs. C'est bien de consommer moins de viande, c'est bien de consommer des haricots et des légumes locaux, mais après changement de société à faire. Peut-être qu'on voyage un peu trop après tout, peut-être que ces porte-containers qui effectivement transportent les marchandises à l'autre bout du monde, qu'on pourrait très bien faire comme ça. Enfin, c'est idéaliste tout ça, mais on voit bien en fait. Mais il y a une société effectivement. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a deux niveaux en fait de transition écologique. Il y a la transition écologique dont on est chacun d'entre nous responsable, parce qu'effectivement, comme on est en Amérique du Nord, forcément, c'est un peu plus important ici dans ce que j'entends que ce qu'on entendrait en France. On est moins individuel en fait, pour le meilleur et pour le pire. Donc ici, il y a une idée de responsabilité individuelle, il y a l'idée qui sort de plusieurs d'entre vous, qui est que si en revanche on veut faire des choses collectives, la France, malheureusement, c'est peut-être trop petit pour avoir vraiment de l'impact. C'est-à-dire si on n'arrive pas à convaincre que la transition écologique, c'est un défi européen, c'est un défi global, c'est un défi sur l'organisation du modèle. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut taxer le kérosène en France. Vous pouvez taxer le kérosène en France. Ça veut dire que vous taxerez les vols Paris-Nice et Toulouse-Bordeaux. Mais les vols transatlantiques, soit ils partiront ailleurs parce qu'ils sont moins chers, soit ils feront, ce qui est déjà le cas beaucoup pour des vols intra-européens, le plein ailleurs. Donc on a un vrai sujet de régulation globale pour un problème qui est global et qu'on a malheureusement toujours trop tendance à traiter au niveau national. Alors, pour faire ce sujet-là, justement, sur le produit local, on pourrait faire l'incitation fiscale sur le produit local et augmenter la fiscalité sur les produits qui sont importés de loin. Et
c'est quand même dans l'intérêt des entreprises de vendre en France. Hein. Et ça m'étonnerait quand même que les entreprises réagissent aussi en fonction des incentives, de la fiscalité auquel elles sont confrontées. Et je veux dire, mécaniquement, il va y avoir une réaction. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça dans un monde qui est complètement globalisé. On a des produits grandes entreprises qui vont exactement répondre. On ne peut pas faire ça. Moi, je comprends très bien ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas faire ça. Oui, j'aimerais peut-être faire un peu, reprendre des choses qui ont été dites. Il me semble que d'après ce qu'on a dit, alors moi je viens d'une famille, je suis désolée, mais on est tous français à part, non, en fait on n'est pas tous français, mais dans l'ensemble de ma famille, beaucoup de gens font beaucoup d'efforts et depuis longtemps pour essayer de contrôler leur empreinte carbonique. Et moi, je trouve que quand je vais en France, je suis très impressionnée de la relative frugalité avec laquelle les gens vivent par rapport à ce que je vois ici. Donc je pense que les gens font déjà pas mal d'efforts. Ils en feraient plus s'ils se sentaient reconnus, s'ils avaient l'impression que ça se passait dans un climat de justice, c'est-à-dire oui, peut-être... qu'ils savent que, mon Dieu, c'est vrai, enfin, cette histoire de taxe sur l'essence, mais c'était une insulte, mais c'était tellement ridicule. Mais on se demande, mais ce qui lui est passé par la tête le jour où il a décidé qu'il allait demander ça. Enfin, c'était une erreur qui était tellement facile à ne pas faire que, bon, on ne va pas revenir là-dessus, voilà. Mais dans l'ensemble, incentiviser les gens, les récompenser pour leurs efforts, et aussi leur donner l'impression que le gouvernement est vraiment actif et dans à faire ce qui est possible de faire pour taxer les pollueurs, enfin, donc punir les pollueurs, récompenser les gens qui font des efforts. Ça aiderait déjà, je pense, beaucoup les gens à faire des initiatives parce que oui, on sait que ça marche. On sait qu'on peut tous faire un petit effort. Quel type de récompense? À quel type de récompense? Écoutez, j'ai pas vraiment d'idée, j'avoue, je n'ai pas vraiment d'idée, mais je ne sais pas, aider par exemple à faire, on fait un recyclage un peu plus intelligent et on est... moi, c'est incroyable, les gens en France, ils se déplacent pour aller recycler, ils bravent la pluie, le mauvais temps et tout pour aller au Carrefour, affronter des bennes qui sont dégoûtantes parfois. Enfin, les gens vont à la déchetterie. Mon père va à la déchetterie, mais tous les mois, il aime ça. Bon, mais ce serait sympa que, je ne sais pas, qui est... on connaisse. On a vu qu'il y a deux façons de changer les comportements. On peut soit demander aux individus... Il y a deux façons de changer les comportements. On peut soit demander aux individus de payer plus cher leur essence ou d'être récompensés s'ils mettent dans la bonne poubelle. Ça, je pense qu'on a atteint la limite de ça et on ne peut pas vraiment demander plus. Et je ne pense pas que c'est l'État qui doit donner les bons points et les mauvais points aux citoyens. L'autre option, c'est les entreprises. Donc comment on incite les entreprises, via la fiscalité, à être plus responsables. On l'a dit, il y a une sorte de blocage. On est dans un monde mondialisé, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la fiscalité à part à détruire la compétitivité des entreprises françaises. Il faut que ça ne soit pas au niveau français. Ma question c'est, quel est le plan? Comment on fait pour qu'au niveau européen, on puisse enfin avoir une fiscalité? Parce que la solution, il n'y a que celle-là, quoi. Il n'y a pas d'autre option. Le président espérait que ça débouche sur quelque chose, c'est pas le cas. Quel est le plan B? Comment on fait pour que ça arrive enfin? Parce que c'est la seule solution. Alors, ce que je voulais dire, c'est que traquer les gens un peu sur la fiscalité écologique en France, en Europe, etc. Bon, peut-être que ça marche, peut-être que ça engendre des comportements positifs comme on vient d'entendre, et c'est très bien de le faire. Mais en fait, c'est pas le problème. Si la France diminue ses émissions carbone ou réduit son empreinte sur l'augmentation de la température, ça ne changera rien du tout. Dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça changera zéro. Parce que les émissions de la France
par rapport aux émissions de la Chine et par rapport aux émissions de l'Inde, mais c'est un douzième, c'est un 10 millième. Donc le problème, il n'est pas là. Et les effets. Et les effets, oui. Alors que la Chine, les craintes qu'on fait la Chine au niveau global, ça monte parce que la Chine a monté de manière incroyable. On n'a pas vu la vraie. Je ne sais pas pourquoi faire. C'est juste ça. Et l'Europe, c'est différent. Il y a du problème. Il n'y a pas vraiment de structure qui, à un moment donné, ça pose problème. C'est bien le problème de plus d'Europe ou moins et que les États retournent vers leur souveraineté pour avoir un poids. Ou plus, à un moment donné, il faut qu'il y ait une harmonisation. Mais là, le problème, il est tout à fait juste. C'est qu'en fait, pour le moment, l'Europe, c'est juste un marché. Il fait un marché tout seul, il n'y a pas de. Il y a beaucoup trop d'anti-européens dans notre pays qui sont en plus en train de se plaindre du climat. On ne peut pas être anti-européen et se plaindre. Alors si je peux me permettre juste une remarque politique ce soir, c'est qu'il y a des élections européennes le 26 mai, inscrivez-vous, vous pouvez le faire jusqu'au 31 mars, votez pour qui vous voulez, et s'il vous plaît, allez voter aux européennes. Voilà, c'est mon petit peu du cœur. Un petit peu dans le fil, ils ont parlé ici de messieurs, l'une des questions, c'est justement, quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur le plan financier pour vous inciter à changer vos cours? Je pense qu'une force d'ailleurs du modèle américain, c'est ce qu'a dit tout à l'heure, c'est de lier un impôt à un projet. Donc, par exemple, quand il y a des taxes sur l'essence, dans le système français, il n'y a pas de lien clair entre ça va subvenir à des subventions pour isoler les bâtiments ou pour acheter de la voiture. Donc on a l'impression que le moment où il y a une taxe sur l'essence, c'est positionné un peu comme un projet vert, mais les Français ont l'impression que c'est pas sûr qu'ils ne vont pas être brûlés, que c'est pas pour combler le déficit. Donc à un moment donné, on perd un peu confiance dans le fait de la transparence sur les finances. Ce que je vous dis à l'instant, ça rejoint une question. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l'essence doivent-elles avant tout servir? À baisser d'autres impôts, comme par exemple l'impôt sur le revenu, à financer des investissements en faveur du climat, à financer des aides pour accompagner les Français dans la transition écologique. C'est une manière peut-être d'orienter et de faire un choix. Ce que je veux dire, c'est que vous venez de dire que ça aiderait sans doute les Français de manière générale de savoir qu'un impôt, de quelle manière il est utilisé cet impôt et d'avoir un lien très direct avec une action. Donc parmi ces choix-là, qu'est-ce qui vous semble, et qu'est-ce qui vous semble à tous peut-être cohérent? Enfin, la question s'adresse à tous. Là, je donne mon avis personnel. Pour moi, c'est absolument clair qu'il faut que ça serve à aider l'ensemble de la population à assumer sa part de la transition écologique. Plusieurs raisons. La première, c'est pour que ce soit le moins inégalitaire possible, tendre voire même à la plus grande égalité dans la participation dans cette transition-là. Et la deuxième chose, c'est que même si on peut avoir des accords sur les modèles sociétaux, et je comprends bien qu'on veuille changer le modèle sociétal, mais néanmoins, il y a une espèce d'urgence, et le modèle sociétal, il ne va pas changer de demain matin. Et il y a une espèce d'urgence, et le bras de levier qu'on a sur le changement du modèle sociétal dans un contexte mondialisé, comme vous le disiez, c'est le changement du comportement de l'individu, parce qu'au bout du compte, c'est quand même lui qui achète. Donc, pour qu'on touche le plus grand nombre, pour qu'on change le plus grand nombre de comportements à l'achat et de comportements à la consommation, il faut bien que l'impôt globalisé serve à aider à changer le comportement à l'achat et à la consommation de ceux qui n'ont pas les moyens. Et on voit bien que même dans un endroit qui se veut extraordinairement progressiste sur le plan écologique comme la Californie et comme San Francisco, quand je suis arrivé ici, je pense que c'était un peu comme vous tous, hein. Incroyable, il n'y a pas un déchet qu'on ne met pas dans la bonne poubelle, la ville qui recycle 100% de ses déchets. D'accord, mais enfin, qui d'entre vous ne connaît pas quelqu'un dans son entourage propre qui roule avec 3 4x4 V8 qui consomment 25 000 d'essence? On voit bien qu'il y a un besoin de pédagogie, un besoin d'accompagnement d'ensemble de notre manière de consommer, et que effectivement, il peut y avoir des niches dans lesquelles on peut devenir par
probablement pédagogie et encadrement très performants, et que ça, c'est pas ça qui fait l'ensemble de l'équation. Merci pour votre intervention. Il y a un monsieur là-bas qui va finir par avoir un écran. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez tous? Oui, alors, c'est pas tellement une réponse à votre question, mais plutôt peut-être quelque chose qui pourrait aider à cette réponse. Je suis informaticien, je sais que c'est possible. On devrait, pour la transparence, avoir un site simple où on puisse chercher comment sont utilisés nos impôts. C'est-à-dire qu'on peut voir pour tel impôt, voici la répartition de chaque dépense, de façon à ce que ça soit clair, facile, transparent. Et je pense que la transparence n'est pas si compliquée à mettre en œuvre et qu'elle aura un grand impact pour mettre les Français plus en confiance de leurs impôts. Ça existe vraiment, c'est vraiment facile à utiliser. Non, mais je crois que sur... Il y a un monsieur là-bas, excusez-moi, à côté de la porte. Ben, il faut le faire au lieu d'en parler. Justement, je pense pas en parler parce qu'on puisse ensuite le faire. Non, mais vous pouvez le faire étant donné que vous êtes informaticien. Très rapidement pour répondre, il y a un site, mais il est complètement nul. Et il explique rapidement les impôts, mais c'est vraiment pas très clair. Et en effet, on peut faire beaucoup mieux. Et il y a une initiative qui s'appelle beta.gouv.fr, où justement, comme dit madame, en fait, les citoyens peuvent essayer d'aider et lancer des projets sur ces sujets-là. Merci bien. Ça peut valoir le coup de regarder, surtout que je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent un peu l'informatique dans la salle. Mais pour revenir, moi j'ai un peu l'impression que toutes ces questions, finalement, elles noient un peu le poisson, comme le disait monsieur tout à l'heure, en s'énervant un peu contre le système mondial, mais je pense à juste titre, sur plusieurs sujets. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle d'information, de gestes citoyens, etc. Mais en réalité, est-ce que ce sont vraiment les citoyens qui polluent beaucoup à l'heure actuelle, qui consomment beaucoup d'eau? Je ne suis pas convaincu. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici, j'étais sur un campus en Californie et on nous distribuait des sabliers pour prendre des douches courtes. Et quand je regardais, je me baladais en voiture, il y avait l'arrosage agricole. Et dès l'arrosage, vous savez, avec les trucs qui tournent en air, et on sait qu'il y a 50% qui s'évaporent avant de toucher le sol. Enfin, ça paraît un peu choquant et intriguant. Et au-delà de ça, je pense qu'en effet, on a un sentiment assez fort en ce moment de déclassement, et je crois que monsieur l'avait très bien exprimé, que je trouvais assez intéressant, et qui pour moi, en fait, vu de la Californie, où je suis maintenant depuis 4 ans, me pose une question forte, qui est quel est le modèle qu'on a en France, et où en effet, moi j'ai le sentiment qu'en France, on a un modèle où on consomme avec de la dette des produits qui sont designés aux États-Unis et fabriqués en Asie. Et c'est un peu frustrant parce qu'on voit ça en disant mais c'est incroyable quoi, toutes les entreprises américaines veulent être en France pour les ingénieurs et le talent, et à côté de ça, on n'est pas en mesure de faire un modèle d'avenir et de tous avoir un modèle qui nous motive, que ce soit à la fois sur l'écologie, que ce soit sur l'Europe, ou sur tous ces problèmes de fiscalité. Et je trouve ça un peu dommage, quoi, où on se dit finalement, ouais, on est la 5e puissance mondiale, mais pour combien de temps? L'Angleterre a une croissance plus élevée que la nôtre, l'Allemagne nous a dépassés il y a 10 ans, enfin, je sais pas trop, mais où est-ce qu'on va, quoi, et que devient le pays, et comment est-ce qu'on fait? Faites une start-up, ignorez l'État et faites-le vous-même. Non, mais ça me fait plaisir que vous le disiez, parce que c'est exactement ce que j'ai fait, et je pars lancer le bureau français dans un mois, justement. Mais... Non, mais sur l'Internet, il n'y a pas de contrôle de l'État, vous le faites, et puis c'est tout. L'État ne va pas vous arrêter de faire un site Internet. Non, mais c'est un bon point, mais ceci dit, un site Internet, en effet, n'est pas nécessairement une réponse totale à ce problème. Oui, mais c'est un premier pas vers ce que vous proposez. Oui, enfin, c'est en effet une idée. Vous savez qui est la 6e puissance mondiale? Californie. La Californie. Si la Californie était un pays, ça serait la 5e. 5-6e, en tout cas, pas loin. La dernière fois qu'il a fait, on était à ça. Devant la France. Ah oui, Juste encore, puisqu'on a la chance d'avoir un député, moi il y a quelque chose que... La manière dont j'ai toujours essayé de comprendre à quoi servait un gouvernement. Pour moi, un gouvernement, ça a toujours, dans mon esprit, ça servait à protéger les citoyens des intérêts privés. Et je trouve que de plus en plus, on a vraiment la sensation, et je pense que cette perte de confiance des citoyens dans les gouvernements vient du fait qu'il y a ce sentiment de collusion entre les intérêts privés qui cherchent continuellement à modeler les gouvernements pour les servir. Je comprends bien que c'est quelque chose qui fonctionne ensemble, les entreprises s'expriment dans leur cadre juridique et politique, et à un moment donné, il y a cette sensation que il y a cette espèce de hors-la-loi de grandes entreprises d'un point de vue fiscal principalement, et qui fait que les citoyens
se sentent plus protégés et de ces intérêts privés. Il faut arrêter avec la loi. Ils sont pas. Non, s'ils étaient en loi, ils seraient déjà comme ça, avec tous les gouvernements. Mais non, mais c'est la loi qu'il faut changer, justement. Bah oui, c'est d'autant plus scandaleux, alors que c'est facile. Il faut changer évidemment. En fait, c'est pas hors. Le Hollande. Je pense que c'est pas hors, c'est au-dessus. D'accord. Je cherche mes mots aussi pour expliquer cette assemblée. C'était pas hors la loi, je le reconnais tout à fait, puisque c'est bien ce que je dis là-dedans, c'est qu'il y a cette tendance à tordre la loi pour être tout le temps dedans. Et en fait, on a cette sensation que finalement, pour eux. Non, mais c'est les lois qui sont faites pour Je vais juste dire quelques mots là-dessus, parce qu'en fait, c'est vachement intéressant, parce que dès qu'on parle en fait d'écologie, on se rend compte effectivement qu'on a un problème d'échelle. Et qu'au niveau des nations, on a beaucoup de mal à traiter des problèmes qui sont globaux. Et en fait, c'est pas juste l'écologie. L'économie aujourd'hui est globalisée. Et on a un vrai défi du coup de gestion de l'économie globalisée au niveau national. Et même si moi je suis un pro-européen convaincu qu'on continue, ça ne va pas être facile à renforcer l'intégration européenne, même l'Europe, qui je pense a quand même une taille suffisante pour peser sur les équilibres mondiaux, fait finalement qu'une partie du problème, parce que comme on l'a dit, la Chine, les États-Unis sont des puissances aussi très, très importantes. Donc je suis sans doute d'accord avec vous sur le fait que les enjeux sont globaux et qu'il faut arriver à les traiter au niveau global. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que moi je considère qu'il faut arrêter d'opposer systématiquement les uns et les autres. Et dire les intérêts privés, par exemple, doivent être opposés au gouvernement. Moi je ne sais pas ce que c'est qu'un intérêt privé. En fait, les intérêts privés, il y en a 70 dans la salle ce soir. Le gouvernement, en fait, il devrait être au service de l'intérêt général et des intérêts privés. Faire en sorte qu'il organise la société de manière à ce qu'effectivement on puisse à la fois créer de l'emploi, créer de la valeur, de la formation, gérer les enjeux écologiques, gérer les enjeux environnementaux. Le vrai sujet, je pense, derrière la question que vous posez, mais qui est un peu déplacé, que je vais essayer de déplacer. Vous me direz si j'ai bien entendu ce que je voulais entendre. C'est qu'il y a un vrai sujet qui est l'influence d'un certain nombre de centres d'intérêt privés sur les gouvernements, ce qu'on appelle les lobbies. Oui, c'est ça, oui. Mais il ne faut pas dire que le gouvernement n'est pas au service des intérêts privés. Finalement, le gouvernement, il est là pour essayer d'organiser la société de manière à ce qu'elle serve tout le monde, de manière aussi équilibrée que possible. Il y a une vraie question qui est comment on gère les lobbies. Ça, je veux bien. C'est un sujet particulier. Moi, je peux vous dire la manière dont je le gère, parce que je me suis posé cette question en arrivant. Parce que d'un côté, il y a des gens qui savent sur les sujets sur lesquels on intervient. Donc, il faut qu'on puisse leur parler, pour les écouter. Mais il faut éviter de se retrouver victime de ces intérêts. C'est la première chose qu'il faut faire, on va essayer de parler au maximum de temps. La deuxième, ça a été dit beaucoup ce soir, c'est la transparence. Quand mon agenda il est en ligne, donc toutes les rencontres que j'ai sont en ligne, et c'est totalement transparent. Et donc si l'un d'entre vous a une question sur le fait de savoir pourquoi j'ai rencontré tel syndicat, tel patronat, telle représentation de l'industrie chimique, telle association, telle ONG, ben vous pouvez nous poser la question. Et je pense que c'est une manière au moins de gérer la manière dont nous on rend des comptes sur la manière dont on effectue notre mandat. Mais vous voyez, je vous juste, c'est la manière dont vous le disiez, j'avais l'impression qu'il y avait une opposition un peu fondamentale entre ce que fait le gouvernement et les intérêts privés. Dans l'économie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quand même les intérêts privés qui créent l'essentiel de la valeur. Et si on veut pouvoir continuer à taxer comme on le fait en France et à dépenser comme on le fait en France pour financer la santé et l'éducation, il va falloir quand même que quelqu'un crée de la valeur et qu'on puisse créer de la richesse. Donc voilà, c'est comment on trouve l'équilibre entre l'organisation des intérêts privés de manière à continuer à générer de la valeur, comment on gère les enjeux de redistribution, parce que ça je pense c'est un sujet essentiel aujourd'hui, qui est un vrai sujet global, parce qu'on a beaucoup parlé des ultra-riches récemment, ces gens-là payent des impôts nulle part, mais c'est aussi comment s'assurer qu'en France, ou comme on disait tout à l'heure, on n'est pas en Californie, et donc on a un vrai sujet de création d'entreprise, on a un vrai sujet de création de valeur, on puisse aussi avoir des entreprises qui naissent, qui croissent et qui se développent un peu plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc on a un vrai paradoxe en France en fait. Moi ce qui m'intéresse ce soir c'est de voir ça, ces contradictions qui apparaissent, qui sont très françaises. On veut baisser les impôts, on veut plus de services, on veut moins d'inégalités, on veut aussi plus d'entreprises, et tout ça dans un monde globalisé dans lequel finalement la France a un impact relativement peu important. Et ça fait partie des contradictions auxquelles je fais face tous les jours. Et je suis très heureux d'y faire face en passant. Je suis très heureux de faire ce job.
Mais il n'est pas facile. Ça, je peux vous le promettre. Oui, il y a une autre chose qui m'étonne un peu, c'est que j'ai l'impression que plusieurs fois on a pris le parti de dire très certainement les sociétés, des entreprises ont une grosse empreinte carbone et elle est à l'échelle de l'empreinte globale sans doute beaucoup plus importante que celle que nous on peut avoir individuellement. Mais je trouve que c'est un raccourci vraiment trop rapide que de dire que ça dédouane la responsabilité de l'individu dans ce qui est en train de se passer. Encore une fois, l'individu maintenant, c'est celui qui génère la demande, c'est celui qui génère la consommation. Alors je crois que la responsabilité du gouvernement dans la fiscalité, pour faire le lien entre les deux sujets, c'est de faire en sorte que cette fiscalité soit au service de la transformation de la consommation de l'individu. Je le dis, moi, je pense que l'ISF devrait être établi pour financer la transition écologique. Parce que c'est un impôt qui va toucher les plus riches pour aller aider la transformation de la consommation des gens qui ont un problème, parce que je suis désolé, oui, effectivement, les sociétés qui arrosent à gogo leurs champs sans aucun intérêt dans la transition écologique sont problématiques. Mais le problème, c'est que, in fine, c'est la personne qui a peu d'argent qui va être obligée de manger les boîtes de maïs de cette société-là, parce que cette société-là, c'est celle qui fait les boîtes de maïs le moins chères. Donc, c'est là où est la responsabilité d'un gouvernement, selon moi, en termes de politique fiscale, qui est de dire, l'ISF, par exemple, aide à financer le fait que certains individus peuvent transformer leur façon de consommer dans un but de durabilité. L'ISF, je ne comprends pas que l'ISF, c'est pas un impôt rentable, que ça nous touche à l'économie. Mais peut-être qu'il n'a pas à être rentable, peut-être qu'il a aidé à aider à une transition, là c'est pas de la rentabilité. Et l'ISF fait partie des sujets évidemment de ce grand débat, mais il faut réaliser quand même que d'abord l'ISF a complètement disparu, il y a un impôt sur les fortunes immobilières qui rapporte un peu plus de la moitié et que sur les fortunes immobilières, c'est-à-dire sur les actions, les entreprises, etc., c'est malheureusement un impôt qui faisait en sorte que comme on était les seuls à l'avoir, il y avait un risque là d'évasion fiscale tout à fait légale, parce que les grandes fortunes quittaient la France pour aller payer les impôts ailleurs où il n'y avait pas de CSF. Mais ce que j'entends d'ailleurs, ce que vous dites est vachement important quand même, parce que ce soit l'ISF ou autre, ce que vous dites, c'est que l'impôt, il doit servir à financer la transition écologique. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, je veux juste dire trois choses sur le lien entre impôt et fiscalité et transition écologique. Le pays occidental développé où l'essence est moins chère, vous y vivez, c'est les États-Unis. Et le pays où la consommation d'essence par tête de prix est la plus élevée, vous y vivez, c'est les États-Unis. Donc la fiscalité écologique, elle a quand même un impact sur les comportements. Alors je comprends que quand on dit on a monté l'impôt sur le diesel en France et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a généré la colère qu'il a générée, on a sans doute été trop loin de ce point de vue. Mais il faut quand même réaliser que le lien entre, en gros, prix de la pollution et volume de la pollution, il existe. Vous ne croyez pas qu'il y a un facteur collectif qui joue? Pas de bus, pas de train, pas de... Non, mais bien sûr, mais si vous voulez, tout ça va un peu ensemble. Il y a un choix collectif pour un modèle. Et le choix collectif aux États-Unis, on taxe pas l'essence, on a tous des SUV, et on utilise la bagnole. Là, maintenant, même si on part du principe que la fiscalité écologique peut avoir un impact sur les comportements, le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Est-ce qu'on le met dans un grand pot, ce qui est le cas aujourd'hui en France, ça va dans un grand pot, ça finance l'éducation, le marché, etc. Ou est-ce qu'on l'affecte à la transition écologique? Moi, ce que j'entends ici, c'est que globalement, les gens sont quand même plutôt pour. On affecte cet argent à la transition écologique. Il y a une autre idée aujourd'hui qui existe, qui vient du Canada, en fait, qui est récente dans les gueules, qui est de dire, parce que Justin Trudeau a voulu faire une taxe carbone au Canada. Vous savez qu'au Canada, il y a quand même quelques provinces qui produisent des sages bitumineux qui sont plus polluants que n'importe quelle autre manière de faire du pétrole. Ce qu'il a dit, c'est on va taxer le carbone. Et on va redonner l'argent aux gens. C'est-à-dire qu'on va leur faire un chèque. Et malgré tout, le fait que l'essence soit plus chère, le carbone soit plus cher, va les inciter à consommer moins de pétrole. Et ensuite, on va juste leur refaire un chèque qui leur permet de leur rendre l'argent directement
qu'eux-mêmes ont payé. Est-ce que ça, c'est une piste qui vous semble intéressante? De plus pour comprendre, parce que ça fait partie des pistes qu'on est en train de regarder. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je voulais juste proposer qu'on pourrait faire comme la journée d'appel. Je parle plus fort? Ok. Je voulais juste proposer que, comme pour la journée d'appel, on pourrait faire une espèce de journée d'appel à l'environnement, basée sur le service civique, parce que moi je pense qu'une fois que les personnes, en fait, elles sont éduquées très tôt à ces problématiques-là, elles sont à même de s'accaparer elles-mêmes ces questions-là et ces enjeux, et proposer des idées de nouvelles lois. Après, comme par exemple les pailles ici, ou les pailles à Seattle, fait qu'il n'y en ait plus, et c'est ces nouvelles lois qui vont faire changer le comportement aussi des sociétés, et ainsi de suite. Donc voilà. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je pense qu'on va être obligé de poser encore une question, la dernière vraiment, et après on va demander à M. D'accord. J'étais à propos de, on parlait tout à fait, vous parlez du fait que la France est finalement pas un pays si grand et que notre impact. Vous parlez que la France n'est pas si grand et que donc on est obligé de vivre dans un monde globalisé et de faire des choses à l'échelle européenne. Donc est-ce que par exemple, j'ai l'impression, et dites-moi si j'ai tort, que la justification pour la suppression de l'ISF, ou du moins partielle, a été justement le problème que les autres pays ne le font pas, donc on est obligé de ne pas le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire deux actions, peut-être faire ça dans un premier temps, mais aussi essayer de sensibiliser au niveau européen? Parce que si tous les pays européens avaient l'ISF, à ce moment-là, ce serait déjà, et qu'on crée des systèmes de taxes un peu difficiles pour que les patrons ne puissent pas aller dans une Californie par exemple, et qu'ils soient obligés de rester en Europe, il n'y aura plus le même problème. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement au niveau global sur ce genre de taxes? Parce que je suis sûr que les Français ne sont pas les seuls à le vouloir. Une harmonisation plus forte sur ce... Est-ce que ça pourrait avoir comme... je ne suis pas sûr que ça fonctionne, donc il faut que tout le monde soit d'accord, mais au moins avoir une discussion sur ce sujet de la fiscalité au niveau européen. En France aussi, il y a la taxe foncière. Merci à tous. Non mais moi franchement je veux d'abord vous remercier d'avoir organisé ce débat parce que moi je suis assez fier qu'on ait pu organiser un débat ici à San Francisco, à 15 000 km de la métropole. Il y a aujourd'hui plein de débats qui sont en train d'être organisés, il y en a des dizaines, des centaines, en fait il y en a plus de 1000 qui sont organisés pour les jours qui viennent. Moi en tant que député, j'allais dire local, je suis content qu'on puisse avoir ce genre de débat ici. Moi je sens que le fait d'avoir des Français de l'étranger qui parlent de la France, ça apporte une perspective différente, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi je l'ai senti ce soir, sur les référendums d'initiative citoyenne, où il y a des expériences locales, sur la transition écologique, je pense qu'il y a des perspectives différentes. Donc merci pour ça. Moi j'ai entendu un certain nombre de choses, de toute façon on fera un compte rendu, mais un gros besoin de transparence et de simplicité, à la fois du côté de la fiscalité, où le système est quand même très complexe, assez peu transparent, à la fois sur l'impôt lui-même et sur ce à quoi il sert, et aussi du côté de l'écologie. Et finalement, il y a un enjeu de pédagogie, d'éducation sur la transition écologique. Il y a encore des gens qui pensent que c'est pas si urgent que ça. La transparence, surtout sur ce que fait la fiscalité écologique et ce en quoi elle permet d'appuyer la transition écologique. Et puis un sujet qui a évidemment explosé, je dirais, de manière assez violente au moment des manifestations des Gilets jaunes, c'est en fait comment on organise une transition écologique juste, en fait, qui est socialement acceptable. Parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, on a eu tendance à séparer les deux. On a fait de la redistribution, et en passant en France, on fait beaucoup de redistribution. Maintenant, l'ISF, on a d'autres moyens d'en faire. Ben, je ne sais pas, en fait, c'est un vrai. Ça va faire partie des sujets du débat. Mais moi, je plaide pour qu'on ait beaucoup plus de transparence sur la redistribution qui est faite en France. On fait beaucoup trop, il y a 50% des gens qui ne payent pas d'impôts en France. Ouais, mais en fait, ça, c'est ce que vous dites. Oui, on paye des impôts en France. Chaque fois qu'on achète quelque chose, on paye TVA. Tout le monde la paye, la TVA, tout le monde la paye. Il y avait un papier dans The Economist il y a 10 jours qui disait que la France, en Europe, c'est à la fois le pays qui est le plus inégalitaire avant le paiement des impôts et le plus égalitaire après. C'est quand même un sacré paradoxe. Et donc je pense qu'il faut s'interroger collectivement, en fait, pour savoir où est la poule, où est l'œuf, puis voir si on peut effectivement faire évoluer et l'un et l'autre.
Mais en tout cas, la transparence, y compris sur le caractère redistributif ou pas de l'ensemble des prélèvements. Je pense qu'on se pose cette question en fait. Est-ce que collectivement on pense qu'il faudrait plus redistribuer en France ou moins? Parce que je pense que cette question se pose. Voilà, moi c'est ce qui m'est revenu de cette soirée, et j'ai trouvé en tout cas que à la fois sur la forme, donc merci mesdames d'avoir très bien animé ça, et sur le fond, ça a été une soirée en tout cas pour moi très intéressante, et je reviens avec pas mal de notes dans mon calepin, j'espère pour vous aussi. Merci. Je sais que, alors je veux juste la vœux demain. Oui. Alors oui, voilà, demain je fais ma cérémonie de vœux, puisque ça se fait quand on est député de faire des vœux locaux, alors que moi ma localité est un peu plus loin. J'ai décidé de faire les vœux à San Francisco, donc on sera à la résidence du consul. Je pense que la salle est déjà pleine, mais ce sera en Facebook Live. Et aussi, puisque certains disaient qu'on ne voit pas assez les députés, et vous avez raison sans doute, j'ai décidé une fois par mois de faire un Facebook Live qui permet de répondre aux questions des habitants. Évidemment, je viens régulièrement sur place. Oui, j'ai entendu que pour Facebook, c'était pas terrible, effectivement. Mais bon, San Francisco, je viens au moins une fois par an. Hein, donc, je fais une réunion publique à chaque fois. Donc, je serai très heureux. Puis, on va vous faire un WhatsApp Live pour la prochaine fois. Et on va vraiment qu'on applaudisse mesdames.